Le 22 novembre, une équipe de secours dirigée par le docteur Marcin Incieda dans les grottes de Dulf Aral, sur l'île Pohnpei dans les États fédérés de Micronésie en Océanie, a découvert un dictaphone endommagé attaché à une corde blanche. Aucune des 4 excursions n'a permis de retrouver les personnes disparues en question, ni aucun matériel, à l'exception de la corde et de l'enregistreur qui y était attaché. Il sert seul de témoignage des événements vécus par les personnes en question. Ce qui suit est une transcription de l'audio qui apparaît dans ces enregistrements. Nous sommes le 12 septembre 1996, il est 16h41. Je suis le docteur Mason Perry à bord d'un avion survolant l'océan Pacifique. Dans les grottes de Dulf Aral vit une espèce de lézard doté de l'un des mécanismes de défense les plus remarquables parmi les reptiles. Il a développé la capacité de lancer des pierres depuis le sol de la grotte où il réside, avec une vitesse exceptionnelle, sur des cibles situées à plusieurs mètres au-dessus de lui. Personne ne sait vraiment pourquoi il a développé cette capacité, car les rares spécimens actuellement disponibles ont été trouvés errant à l'extérieur de leur habitat cavernicole naturel. Mes collègues et moi allons nous rendre à Pohnpei pour étudier ce lézard dans son environnement naturel, afin de tenter de découvrir à quelle fin ce comportement unique a été adapté. La raison pour laquelle aucune expédition de ce genre n'a encore été tentée, malgré la connaissance de l'existence de ce lézard au sein de la communauté scientifique depuis environ 60 ans, réside dans divers rapports locaux sur le danger des grottes. La tradition des autochtones Tanichin habitant de la région depuis des milliers d'années raconte que la progéniture du démon de la terre Ban-Dulf réside dans les grottes, gardant l'entrée de son royaume souterrain. On dit que ces démons tuent quiconque tente de passer à travers les grottes, qui ont été scellées il y a environ 1000 ans, lorsque les lourdes pierres qui recouvraient les entrées de la chaîne de grottes ont été déplacées pour construire d'anciens bâtiments par des hommes insensés. Bien sûr, les légendes ne sont que des légendes. Les Tanichin ne sont pas une tribu isolée. Ce sont des gens modernes et ils prennent rarement au pied de la lettre les vieux mythes et légendes de leur culture. Cependant, à 2 occasions distinctes au cours des 70 dernières années, de jeunes hommes sont partis dans les grottes pour prouver leur bravoure et sont revenus en racontant avec terreur avoir vu des créatures exactement comme celles décrites par les anciennes légendes. Ils parlaient de grands animaux à 4 pattes à la peau pâle et translucide, caractéristiques de l'albinisme des cavernes. Ces créatures avaient le dos fortement voûté, de chacun des 4 coins duquel sortaient des membres frêles divisés par une seule articulation tournée vers l'extérieur, et à l'extrémité inférieure desquels se trouvaient des pieds plats. Elles se déplaçaient maladroitement avec un mouvement de balancement de gauche à droite de leur corps qui semblait flexible. Elles avaient 2 grandes protubérances immobiles sur leur dos qui semblaient dissimuler des ailes, bien qu'elles n'aient jamais été vues en train de voler. Sortant de entre leurs 2 pattes avant, se trouvait une tête ronde, avec un seul œil rouge énorme qui clignotait rapidement. Les 2 jeunes hommes, les ayant vus seulement de loin et en sécurité en hauteur, les décrivaient comme vivant en groupe, peut-être 30 ou 40, murmurant constamment d'un bourdonnement sourd. Lorsque ce groupe repérait les jeunes intrus, ils poussaient soudainement un cri strident, ce qui dans les 2 cas effrayait leurs visiteurs. Le dernier des jeunes hommes prétendait qu'il avait d'abord été paralysé par une terreur totale et n'avait réussi à rassembler ses forces que lorsque les créatures s'étaient précipitées vers lui à une vitesse terrifiante. En raison de ces observations, la croyance pour les pygmées de Ban-Dulf, comme ils les appellent, persiste parmi les Tanichin et ils refusent d'entrer dans les grottes. Mes collègues et moi soupçonnons que ce que les jeunes hommes croient avoir vécu a été fortement influencé par les légendes locales. Cependant, nous reconnaissons qu'il est possible qu'un genre de grand crustacé habite effectivement les grottes, et en tant que tel, nous avons pris certaines précautions. Nous nous sommes équipés de jumelles de vision nocturne afin de pouvoir faire nos observations à distance sans se faire repérer. Comme il n'existe pas de carte pour les grottes, nous avons apporté des cordes solides pour délimiter notre chemin pendant que nous traversons les grottes. Chacun d'entre nous possède également un pistolet semi-automatique avec 15 cartouches. Espérons que nous n'aurons pas à les utiliser. Nous sommes le 14 septembre 1996. Je suis le docteur Mason Perry, à l'entrée de Dulf Aral Minor, à ma montre 3h18. Nous nous préparons à descendre dans la grotte Minor, l'une des 2 plus grandes grottes de la chaîne Dulf Aral. Nous aurions préféré choisir une grotte autre que celle où les pygmées de Ban-Dulf auraient été prétendument aperçus,
mais c'était la seule des 6 grottes de la chaîne que les guides locaux Tanichin étaient en mesure de nous conduire. Nous nous sommes équipés de tout le matériel nécessaire pour une aventure spéléologique scientifique, y compris une réserve de 3 jours en eau et en nourriture. Notre objectif est de rester dans les grottes pendant un maximum de 18 heures lors de ce voyage. Si jamais nous devons avoir besoin de plus de temps pour trouver le lézard, nous reviendrons mieux préparés pour une excursion plus longue. On ne peut jamais être trop prudent. Je suis accompagné lors de ce voyage par les docteurs Janet Brinks et William Kincaid. Le docteur Marcin Insieda est tombé malade, malgré nos avertissements, après avoir goûté à un plat local plutôt exotique dès son arrivée. Il ne nous rejoindra donc pas lors de cette expédition initiale. Les cordes sont attachées, nous sommes prêts à partir. Après 1 heure d'exploration, un claquement périodique en écho peut être entendu en arrière-plan. Je suis actuellement en train d'observer un spécimen du fameux lézard. Lorsque le lézard soulève une pierre, il la retourne plusieurs fois avec sa queue préhensile, puis la replace où il l'a trouvée. S'il découvre un défaut avec la pierre, il la jette et l'éloigne de la grotte. Il semble que le lézard consacre une partie de son temps libre à s'assurer que sa réserve de pierres soit utilisable en cas d'urgence. Soudain, une chauve-souris a atterri au plafond. Le lézard avait ramassé une pierre, et la chauve-souris était tombée du plafond. C'est arrivé si vite que je n'ai même pas vu le lancer. Le lézard est actuellement en train de manger la chauve-souris qu'il vient de tuer. Vous savez, Madame Brinks, nous pensions que c'était un mécanisme de défense, mais cela ressemble plutôt à un comportement de prédateur. Quelque chose a fait un bruit étrange au loin. Le lézard a envoyé une pierre dans sa direction. Je pense que ça l'a effrayé. 4h45. Le docteur Briggs a vu un des pygmées. Nous soupçonnons maintenant que c'est une arachnide, ou peut-être une sorte d'insecte plutôt qu'un crustacé. Il grimpait au plafond quand il est apparu. Nous ne l'avons pas remarqué, mais le lézard, oui. Il a lancé une série de pierres dans sa direction à une vitesse stupéfiante. Le docteur Briggs a été la seule parmi nous 3 à suivre la trajectoire des pierres. Selon elle, il devait mesurer environ 1,50 m de long et devait faire peut-être 50 cm de haut. Elle n'a pas pu voir la créature correctement, mais elle a confirmé la présence d'un seul œil rouge au centre de sa tête. Le docteur Briggs est secoué par toute cette histoire. Elle dit qu'on ne devrait pas s'approcher de cette créature et que nous devrions faire demi-tour. Le docteur Kincaid et moi, en revanche, sommes impatients de continuer. Peut-être que c'est simplement parce que nous voulons voir ces supposés pygmées de nos propres yeux. Les jeunes hommes qui ont visité ces grottes ont rapporté qu'ils avaient passé environ 1 heure à l'intérieur avant de découvrir le nid. Alors, compte tenu du temps passé à observer le premier spécimen de lézard, je suppose qu'il nous faudra encore 20 minutes de marche dans la grotte avant de les voir. Le docteur Kincaid essaie de rassurer le docteur Briggs en notant que nous serons en sécurité en hauteur, et contrairement aux jeunes hommes qui nous ont précédés, nous sommes armés. Janet me demande d'arrêter de parler dans ce foutu dictaphone une seconde, qu'elle veut faire demi-tour, que cette chose est incroyablement rapide, qu'elle a même réussi à éviter tous les tirs du lézard. Elle n'ose pas imaginer ce qui se passerait quand elle nous verra. J'ai réussi à calmer le docteur Briggs en lui disant que nous allons utiliser la vision nocturne. Comme ça, elles ne pourront pas nous voir et nous aurions rien à craindre. De plus, ces choses ont l'air d'être des araignées de grotte. Et si on les laisse tranquilles et que nous ne sommes pas sur son chemin, elles n'ont aucune raison d'être agressives. Je pense qu'il est environ 5h15 du matin, mais je ne peux pas actionner la lumière de ma montre. Nous pouvons les voir. Je ne pense pas que ce soit le nid que les habitants ont décrit cependant. Il n'y en a que 4 ici. Tout ce qu'ils ont dit à propos de ces choses est vrai. Le gros œil, les pattes frêles. Je ne peux pas parler de la peau grise ni de la rougeur de l'œil en regardant à travers ses lunettes, mais le docteur Briggs l'a confirmé plus tôt. Je m'attendais cependant à ce que les ailes soient plus grandes. Nous sommes toujours à une distance assez importante, et même avec ces jumelles, je n'arrive pas à obtenir suffisamment de netteté pour distinguer les détails. Mais je ne vois pas de bouche sur ces créatures. Ils ont 2 fentes verticales, juste en dessous de l'œil. Je pense que ce sont des narines. Ce qui me fait douter que ces créatures soient des arachnides ou des insectes. Et je vois quelque chose qui ressemble à une queue. Est-ce que ces choses sont des reptiles? Je ne pense pas.
Le dos s'arrondit vers le bas et la queue suit. Les écailles de reptiles ne s'arquent pas de cette façon. Je pense que ces choses sont des mammifères. Ils ont l'air imberbes, mais ce n'est pas rare pour des mammifères souterrains, et cela pourrait être une fourrure à poils courts. Je ne peux pas bien distinguer d'ici. Janet Brinks nous a suggéré qu'il était temps de rentrer. Nous avons tous acquiescé. 5h43. Nous avons rebroussé chemin jusqu'à l'endroit où nous avons pu observer le lézard, mais quelque chose ne va pas. Nous avons suivi la corde sur environ 100 mètres et avons réalisé qu'elle nous a conduits vers une faible étendue d'eau. Nous aurions pu la traverser facilement, mais aucun de nous ne se souvient avoir traversé ce point d'eau. Tout ce qui se trouve au-delà de ce point nous semble inconnu. Jeannette est contrariée et en colère. Elle commence même à paniquer, en disant que les démons de Bandulf enfermaient des gens dans ces grottes. Elle dit que les pygmées nous ont vus, et qu'ils savent que nous sommes ici, et nous leur avons donné du temps pour détacher la corde et la mettre sur un chemin qui mène au cœur de la grotte. Nous allons suivre tout de même la corde. Il est possible que l'eau soit montée et modifier le terrain, et nous ne nous en rendons pas compte. Si nous arrivons au bout de la corde et qu'il s'avère que quelque chose l'a coupée, au moins nous le saurons. Je pense que le jour va bientôt se lever. La lumière du jour devrait nous permettre de gagner la sortie si le pire arrive. Nous étions en train de suivre la corde depuis environ 40 minutes, quand nous en avons vu deux autres. Ils se tenaient dos à dos, avec leur arrière-train se touchant, et se balançaient de gauche à droite, en se poussant mutuellement, grognant et bourdonnant, les yeux grands ouverts et fixés sur le néant. Cela ressemblait à un accouplement. Je sais que parfois les insectes se reproduisent bout à bout de cette manière, donc maintenant je doute de mes soupçons selon lesquels ils étaient mammifères. Je ne crois pas qu'ils nous aient vus, mais nous avons éteint les lampes frontales au cas où. Nous continuons actuellement avec la vision nocturne à partir de maintenant. 6h18. Nous n'avons aucun signe de vie du docteur Kincaid. Il a glissé d'un rebord et s'est cogné la tête avant de tomber. Je ne sais pas où il a atterri, et je présume qu'il est inconscient dans le meilleur des cas. Dès qu'il est tombé, Jeannette s'est mise à courir. Elle a dit qu'un des pygmées a attrapé sa cheville et l'a traîné vers le bas. Je voulais retourner le chercher, mais elle a refusé. De plus, je n'ai pas l'équipement nécessaire pour descendre. Nous le laissons derrière. Espérons que nous puissions faire revenir quelqu'un ici à temps pour le sauver. 7h27. Notre corde a été coupée, c'est certain. Elle nous a conduits directement à la crête au-dessus du nid, donc je soupçonne que c'était une plaisanterie de jeunes locaux. Naturellement, Jeannette insiste pour dire que ce sont les pygmées de Bandulf qui essaient de nous punir. Ce que nous avons vu était grotesque. Une des créatures pendait au mur à environ 6 mètres du sol avec la tête tournée vers le plafond. Elle a donné naissance ainsi. 6 ou 7 petits sont tombés directement au sol. Le premier est mort à l'impact, et d'autres ont été tués lorsque plusieurs des adultes les ont attaqués. Les 3 qui ont survécu ont tué violemment leur agresseur. Nous les avons vus festoyer sur l'un des cadavres et avons fui. À ce stade, nous sommes épuisés. Alors nous avons installé notre campement. Je prends le premier tour de garde pendant que Jeannette dort, si elle le peut. J'en ai tué un. Il s'est approché du campement et je l'ai abattu. Nous avions tort à propos de ces animaux. Ce sont des simiens. Ils ont une apparence humaine dérangeante. Je soupçonne une nouvelle espèce d'hominidés, jusqu'à présent inconnue. Ils n'ont pas d'yeux, ils sont totalement aveugles. Ce que nous pensions être un œil était en réalité une bouche qui s'ouvrait et se refermait. Ils n'ont pas non plus d'ailes, c'est une cage thoracique. La créature ressemble à un humain qui marche à l'envers avec son estomac pointant vers le haut. La bouche semble être en haut de la tête à cause de cette inversion. Ce que je pensais être une queue était en réalité les organes génitaux de l'animal. Ils sont extrêmement maigres, et leurs jambes semblent considérablement plus longues que celles des humains. Cependant, ils manquent de masse musculaire, ce qui est étrange compte tenu de la vitesse à laquelle ils se déplacent et de leur tendance à grimper. Ils ont des doigts sur leurs 4 extrémités, bien qu'il soit évident que ce qui devrait être des pieds sont sous-développés. Je suppose que le manque de masse musculaire est dû au faible poids de la créature. Je pense qu'elle ne pèse pas plus de 40 kilos. Elle est certainement imberbe,
complètement recouverte d'une peau blanche translucide. Jeannette a paniqué quand elle l'a vue, mais elle s'est considérablement calmée depuis lors. Cela pourrait être parce qu'elle sait ce que c'est maintenant, mais je soupçonne que cela a plus à voir avec le fait de savoir que ces pygmées peuvent être tués. Elle a accepté de monter la garde et de me laisser dormir quelques heures. À mon réveil, Jeannette avait disparu. Elle m'a laissé un message disant qu'elle était retournée au nid pour se donner en servitude aux dieux de la terre. Manifestement, elle a perdu la tête. Je dois aller la chercher. 9h30. Jeannette est morte. Quand je suis arrivé, elle était debout au milieu du nid, en train de se déshabiller. Les pygmées l'ont regardée. Ils étaient en cercle autour d'elle. Et Jeannette s'est penchée en arrière comme l'un d'entre eux. Et ils se sont approchés d'elle. Ils étaient deux, un de chaque côté, et ils ont commencé à abuser d'elle. Un troisième est arrivé et a commencé à lui arracher la chair de ses membres. 2 autres l'ont éventrée. Ils l'ont tellement déchiquetée qu'elle ne paraissait plus humaine, et ils ont commencé à la manger. Elle ne s'est pas débattue, elle n'a fait aucun bruit. Je pense qu'elle voulait mourir. Cela fait 2 semaines que je suis perdu dans ces grottes. Je n'ai plus rien à manger depuis longtemps, et mes efforts pour attraper des lézards ne m'ont apporté que des blessures au bras, que j'ai réussi à bander. J'ai vu plusieurs pygmées depuis la mort de Jeannette, mais ils ne s'approchent pas de moi. Je pense que c'est le cadavre d'un des leurs dans mon campement qui les effraie. J'ai une théorie sur la phylogénie de ces créatures. Je pense qu'ils étaient autrefois un groupe d'hominidés primitifs qui ont été piégés dans ces grottes lorsqu'un éboulement a fermé l'entrée de la grotte. Je pense qu'ils s'accrochaient au plafond autant que possible pour rester à l'écart des lézards, ou peut-être pour les attraper lorsqu'ils avaient faim. Au fil du temps, leur corps s'est modifié pour s'adapter à ce mode de vie, jusqu'à ce qu'ils deviennent des prédateurs suffisamment redoutables pour marcher à nouveau sur le sol. Lorsqu'ils ne sont pas au nid, il semble qu'ils descendent au fond de la grotte que pour s'accoupler. Lorsque les rochers ont finalement été dégagés de l'entrée de la grotte, ils étaient devenus si dépendants de l'obscurité qu'ils ne s'aventuraient jamais à l'extérieur. Je n'ai pas eu le choix que de me nourrir avec le cadavre. Je n'ai pas eu d'indigestion immédiate, ni de signes d'intoxication alimentaire. Mais depuis hier, je me sens très mal. Dernièrement, j'en suis venu à me demander si Jeannette avait raison au sujet des pygmées. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'hominidés primitifs. Mais ma théorie manque de cohérence. Comment aurait-il pu être assez intelligent pour savoir qu'il fallait couper notre corde et nous conduire à leur nid ? Je ne pense pas que quiconque connaissant l'histoire de ces créatures tenterait de faire échouer un autre être humain dans ce sombre enfer. J'ai pensé que les pygmées avaient peut-être coupé la ligne par curiosité et l'avaient emportée avec eux aussi loin que possible jusqu'au nid. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'elle avait été attachée à mon campement. Comment aurait-il pu savoir qu'il fallait la nouer de cette façon ? Je pense qu'ils ont intentionnellement essayé de nous piéger. La chose que les Tachétines appellent Bandulf est-elle responsable ? Y a-t-il une intelligence ou un pouvoir supérieur qui guide ces créatures ? Et construit-elle son armée de pygmées à partir des humains qu'elle piège dans ces grottes ? Les pygmées de Bandulf sont-ils d'anciens hominidés ou des humains défigurés ? J'ai du mal à distinguer les faits de l'imaginaire dans mon esprit. Ma montre a glissé de mon poignet il y a 2 jours et s'est brisée. J'ai perdu toute notion du temps. Je perds du poids très rapidement et je m'attends à mourir bientôt. Hier, j'ai décidé d'allumer un feu pour faire cuire une partie du corps. Comme il n'y avait pas de bois, j'ai dû brûler tous mes vêtements. Après avoir mangé, j'ai réalisé que j'avais perdu la seule chose qui éloignait les pygmées de mon camp. J'ai essayé de garder le feu toute la nuit dans l'espoir de les faire fuir. Je suis nu à présent, avec mes bandages autour de mes bras, et le feu s'est éteint. Je vais attacher cet enregistreur à la corde de guidage dans l'espoir que des sauveteurs puissent le trouver, bien qu'étant donné le temps que j'ai attendu, je doute que quelqu'un ne vienne. Mon dos me fait souffrir. L'enregistrement s'arrête ici. Selon le témoignage du docteur Insieda, les sauveteurs ont repéré plusieurs des créatures mentionnées dans l'enregistrement lors de leur 2e voyage dans les grottes. Lors du 4e voyage, lorsque cette cassette a été retrouvée, ils ont ouvert le feu sur l'une d'entre elles qui s'est approchée de leur groupe et l'ont fait fuir. Ils ont décrit cette dernière comme étant plus robuste que les autres
et avec ce qui semblait être des bandages enroulés autour de ses bras.